escale de Jeanne qui me fait grand plaisir aujourd'hui. De mes années 60, j'ai gardé un souvenir d'épopée, de tourbillon. Je me suis surprise à retrouver la voix de la petite fille que j'étais lors d'une époque tourmentée, pleine de larmes, mais aussi de rires et de joie. Des petites scènes retracent mes années folles entre une mère juive qui traversa le Front populaire, la guerre, le pétainisme et chercha le grand amour, et un père, goy, mélancolique, fervent admirateur de Jacques Brel et de Jacques Anquetil. Quant à ma sœur, elle apprenait à danser le cha-cha-cha. Et vous ajoutez, on nous lavait les cheveux avec du shampoing d'op, on l'achetait en berlingot. J'aimais bien ça. Béatrice Gouraud, bonjour. Bonjour Jeanne, merci pour votre invitation. Alors, cette enfance, quel souvenir? C'est une enfance à la fois terrible, Oui. et puis où il se passait plein de choses, en fait. Puisque je suis de parents divorcés, enfin ma sœur et moi, nous sommes de parents divorcés qui ont eu chacun une vie tourmentée, avec du côté de mon père d'autres femmes, du côté de ma mère des hommes. Toujours la recherche de l'amour et une sorte de désespoir. Mais en même temps, il y avait beaucoup de vie. Oui, j'ai vu. Ma mère était quelqu'un d'extrêmement vivant, d'extrêmement... qui était tellement désireuse en fait d'apprendre, puisqu'elle venait d'un milieu très pauvre. Oui. Et elle désirait monter dans l'échelle sociale et apprendre, se cultiver, être avec des gens intelligents. Et ce qu'elle a fait d'ailleurs, elle a fréquenté des gens extrêmement intelligents et elle a fait des choses intéressantes dans sa vie, puisque de sténodactylo, elle est devenue assistante de Jeannine Bazin. Enfin, elle a d'abord travaillé chez un avocat, elle était secrétaire d'un avocat qui était connu, Maître Manville, et puis elle a travaillé aussi dans le cinéma et à la télévision avec Jeannine Bazin, entre autres. D'ailleurs, vous dites, on allait au théâtre voir Huis clos de Jean-Paul Sartre et La cantatrice chauve. On a découvert Hiroshima, mon amour d'Alain Resnais, c'est le film lyrique dans l'année dernière à Marienbad, Vivre sa vie, Pierrot le fou, À bout de souffle. Et vous aviez une vie assez tourbillon, en quelque sorte. Oui, ma mère, elle nous a transmis, à ma sœur et moi, beaucoup de choses, puisque, bon, elle s'est cultivée elle-même. Oui. Toute seule, et elle a découvert Ferré, etc., enfin, ce qu'on écoutait à l'époque, ce qu'un certain milieu écoutait à l'époque d'ailleurs, et Jacques Mauclerc qui montait Ionesco, et elle nous emmenait en fait, on était très très jeunes, jeunes adolescentes, même enfants, pour voir ces spectacles, et pour voir des films assez difficiles comme Hiroshima, mon amour. Oui. J'étais très jeune à l'époque, et donc je raconte dans le livre, quand je sors du cinéma, tout ce que j'ai retenu, c'est « tu me tues, tu me fais du bien ». Et ce qui faisait beaucoup rire ma mère. C'est un très beau livre. J'ai appris aussi que personne n'appelait personne par des noms. On appelait les beaux-parents les vieux, on appelait... Enfin, il y avait toujours sauf vous et votre sœur, vous évitiez d'appeler les gens pour ne pas vous tromper. Oui, pour ne pas faire de gaffe, effectivement. Oui. Parce qu'en fait, c'était la haine entre tous, oui. Toutes et tous. On a vécu dans ce climat-là de haine. Et votre père, vous l'aimiez? Mon père, je l'aimais, oui, mais il était malheureux. Oui, mélancolique. Vous dites. Mélancolique, il écoutait Jacques Brel, mais c'était quand même assez triste pour nous. Il passait en boucle Jacques Brel, sinon il était passionné par le cyclisme et Anquetil. Oui. Il nous emmenait, il nous promenait au bois, il nous racontait des choses de ses propres malheurs. Il était... il n'a pas été heureux dans son enfance et ses parents n'aimaient pas beaucoup. Donc lui-même n'aimait pas ses parents. Donc, oui, on voit il y avait un manque d'amour, oui. Disons. Mais en même temps, ce livre est très jouissif parce que pour ceux qui ont connu cette période, c'est vraiment une description très imagée, même on entend même, je dirais, le mouvement, le bruit, les films, tout, c'est magnifique. C'était une époque, les années 60, très effervescente, puisque bon, il y avait le cinéma, il y avait la nouvelle vague, il y avait au théâtre les nouveaux auteurs, Sartre, Ionesco, Beckett. C'était une époque aussi de lutte politique. Oui. Voilà.
Il y avait la guerre d'Algérie et tout ça, les gens se battaient, les gens manifestaient. Il y avait un désir de vivre aussi, de profiter, après la guerre, de profiter de la vie, de rattraper un peu le temps perdu. Ma mère a quand même vécu une période très sombre puisqu'elle était juive. Oui. Et elle a dû se cacher, tout ça. Enfin, elle a failli être arrêtée. Elle a été arrêtée d'ailleurs, mais elle a failli être déportée, disons. Oui. Elle a été dénoncée à plusieurs reprises par sa propre belle-mère, entre autres. C'est terrible. À quelle distance, aujourd'hui, avant de parler de votre second livre, La Mes Enfances, à quelle distance êtes-vous de cette enfance, de ce livre? Je suis très loin parce qu'en fait, récemment, comme j'ai su que vous alliez m'inviter, j'ai jeté un coup d'œil et relu des passages. Et cette enfance me paraît très très lointaine. Et l'écriture aussi de ce livre. Parce que j'ai écrit, en fait, ces 3 livres en fait, que j'ai publiés, je les ai écrits d'un seul jet. C'était une suite. C'est d'un seul jet. J'ai eu l'inspiration et d'un seul coup, c'est venu vraiment très très rapidement. Je les ai écrits très vite. Et ces 3 livres que j'ai publiés, c'est 3 styles différents. Donc je n'écrirai plus du tout comme ça, comme dans mes années 60. Hein. Oui. Mais si vous voulez, j'avais envie de faire apparaître quelque chose de, pas seulement la mélancolie et le malheur, mais l'humour. Oui. Mais vous en avez beaucoup. Parce que quelque part, quelqu'un de ma famille m'a dit, c'est un livre ton livre a un humour juif. Oui. Effectivement, c'est un peu du... chez les juifs, c'est entre le rire et les larmes, toujours. Oui. À la fois le rire et les larmes. Hein? La mélancolie, elle passe par là aussi. Et donc, c'est des scènes drôles, parce qu'effectivement, c'était drôle aussi. On vivait des choses assez incroyables, quoi, très paradoxales, en fait. Alors, après, il y a eu ce livre, La Mes Enfances. Dans ce livre, on peut lire « Aujourd'hui dimanche, notre sœur n'est pas venue. On l'a attendue, puis on a mangé en silence. Aujourd'hui dimanche, notre sœur n'est pas revenue. On l'a attendue, puis on a mangé en silence. Puis, aujourd'hui dimanche, notre sœur a disparu. » On a l'impression que dans ce livre, vous égrenez comme un mantra. Ce livre, La Mes Enfances, si vous vouliez en parler vous-même, les personnages, qu'est-ce que vous direz de La Mes Enfances? D'abord, ce n'est pas moi. Oui. Ce sont des personnages de fiction. Oui. Et que j'ai inventés à partir de mes lectures. Par exemple, Joseph ou l'enfant machine était inspiré par un livre de Bettelheim qui s'appelle La forteresse vide, qui est un enfant qui est emmuré dans son silence. À partir de là, j'ai imaginé un enfant qui porte l'âme des morts et qui, à un moment donné, ne supporte plus de porter ces âmes mortes et qui s'enfuit et qui va chercher la vie ailleurs, en tous les cas, qui essaie de s'échapper de cet univers. C'est une boîte à portrait, en quelque sorte. Comment ? C'est une boîte à portrait, ce livre. Il est très émouvant, d'ailleurs. Ce sont des personnages qui sont des sortes d'exilés en eux-mêmes et qui ne sont pas acceptés par la société du fait qu'ils sont différents, qui portent une autre parole, qui portent un autre regard, qui est un regard contre, en fait, qui est un regard qui n'est pas admissible en réalité par la société, parce qu'ils sont trop en interrogation de cette société et en marge, disons, des sortes d'êtres borderline, comme j'ai été un peu moi-même dans mon enfance. Justement, pourquoi vous les avez choisis, ces personnages? Pourquoi vous les avez, je dirais, en écrivant, un écrivain a toujours quand même un peu de, même si c'est pas vous, il n'est pas vraiment à grande distance de ces personnages. Vous savez, l'inspiration, on ne peut pas tellement l'expliquer, elle vient, elle arrive, une phrase arrive, un mot, et d'un seul coup, ça se dévide comme ça.
Et, et le fil, c'est le fil inconscient en fait. Donc ce livre j'ai écrit il y a longtemps aussi. En fait, ces récits je les ai écrits il y a très longtemps en réalité. Et j'ai fait beaucoup de présentations, voilà, avec une amie Micheline Zederman, qui était un peu mon mentor dans ce cheminement. On l'a présenté avant qu'il soit publié, et les gens étaient très intéressés. Les gens étaient intéressés parce que ce sont des êtres qui sont dans une sorte de... qui sont effectivement emmurés. Oui, il y a une douleur sourde, parce que vous dites, on dirait que même la douleur a perdu notre trace, ou alors c'est nous qui avons perdu la sienne. On dirait qu'ils sont en suspension. Oui, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces personnages, bon, d'abord, ce sont des textes poétiques, avec toujours effectivement une sorte de mélopée. Hein, voilà. Ces personnages, en fait, on ne sait pas à la fin, c'est ça qui est intéressant, ce qu'ils vont devenir. Ce qu'ils vont devenir, voilà. Bon, donc certains de mes lecteurs ont pensé que c'était la mort, mais non. Non. Justement, ce n'est pas la mort. Vous les avez laissés en suspens. Voilà, Joseph, l'enfant machine, il part, il va vers le soleil en réalité. Il entend des voix qu'il porte. Il est porté aussi par le vent. C'est le vent, la rua, c'est un mot hébreu qui veut dire aussi l'esprit, le souffle. Le souffle. Voilà. La couverture, c'est Anne Corben qui avait fait la couverture, qui est magnifique d'ailleurs, cette couverture, intitulée La mort, la mère et l'enfant. J'ai tout de suite pensé à Anne Corben pour la couverture, parce que nous sommes dans le même univers. Oui. Nous n'avons pas la même histoire, évidemment, mais nous sommes des enfants, enfin, nous n'avons pas subi la Shoah, évidemment, mais nous la portons en nous. Oui, vous êtes très, on le sent d'ailleurs, souvent dans vos l'une et l'autre des familles qui ont disparu, qui ont été assassinées, et avec cette transmission qui est aussi une autre transmission, un silence, hein, et quelque chose qui dérange toujours, et qui est là dans nos vies perpétuellement en réalité. C'est le massacre non seulement des juifs, mais aussi des tziganes, des homosexuels, des communistes, etc. Et ça, on ne peut pas s'en défaire. Mais Anne Corben a un talent extraordinaire pour faire surgir ces personnages-là, qu'ils soient juifs ou pas d'ailleurs. Oui. Et j'ai pensé à elle parce que nous sommes sœurs dans cet univers. Oui. Vous avez une très belle préface de Armel Lui, je crois que c'est le directeur de la Lucarne. Oui, voilà, qui est l'éditeur. Oui. Voilà, et l'éditeur. Il dit ce goutte à goutte qui maintient vivante et à vif la mémoire de la narratrice et peut-être la narratrice tout court. Il s'approche quand même de vous énormément avec son zoom. Je pense que je suis le personnage duquel je suis le plus proche, c'est l'homme au chapeau. L'homme au chapeau. Alors vous pouvez nous raconter un peu cet homme au chapeau pour ceux qui ne l'ont pas lu. L'homme au chapeau, c'est un homme qui fuit, qui est en fuite. Ça pourrait être un juif comme ça pourrait être un migrant, un étranger en réalité, qui est pourchassé, qui n'a pas sa place dans ce monde. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il est étranger, aussi parce qu'il porte un enfant en lui. Oui. Il est enceint. Et il fuit pour ne pas... parce qu'on veut le tuer en réalité. Et cette image est très belle de l'homme enceint. Oui. Et il va se réfugier dans une chambre au 7e étage avec vue sur la mer, avec l'enfant qui va naître. Il s'adresse à l'enfant. Et pendant que la police, on ne sait pas, le poursuit en réalité. À la fin, ils vont le trouver, lui et l'enfant. Alors l'enfant, l'enfant imaginaire, évidemment, peut-être mon propre enfant, celui que je n'ai pas eu. Oui, vous n'avez pas eu d'enfant.
Voilà, et c'est une métaphore en réalité de la persécution. Quelque part, la persécution existe. Maintenant, qu'est-ce on peut en faire? On peut la transformer, on peut la dire, l'écrire. Cet enfant va naître. D'ailleurs, l'homme au chapeau va accoucher. Et l'enfant va naître dans la mer. Ensuite, la fin aussi est un mystère parce que est une interrogation. Oui, tout à la fin on ne sait pas. Tout reste en suspens. On entre dans la chambre et on voit, et l'homme est allongé. Est-ce qu'il dort? Il dort peut-être. Peut-être, tout est peut-être. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Vous avez souffert de ne pas avoir d'enfant, Béatrice Gouraud? J'aurais aimé avoir un enfant, oui. Mais les choses ne se sont pas arrangées comme je l'aurais souhaité. On dira que les livres sont vos enfants, les personnages aussi. Il y a aussi de très belles silhouettes. Je crois que c'est des silhouettes signées de Tatiana Bitir, c'est ça? Tatiana Bitir, c'est une belle histoire de rencontre et d'amitié extrêmement forte. Tatiana Bitir est une photographe, mais ce n'est pas son métier, c'est une photographe amateur qui fait des photos absolument extraordinaires. J'ai rencontré à Paris alors qu'elle suivait un cours avec moi de français il y a très longtemps. Hein. C'était les années 2007 environ. Et un jour, elle m'a montré ses photos sur son ordinateur. J'ai trouvé ça qu'elles étaient extraordinaires. Des photos de personnages, de rues, avec des personnages toujours dans une sorte de mystère, quoi. Et nous sommes devenus amis. Et elle était à Paris parce qu'elle est d'origine roumaine et de citoyenneté canadienne. Donc elle vit à Toronto, mais pour son travail, elle voyageait à cette époque. Ce livre est extraordinaire parce que justement, on trouve la trace de plusieurs personnes, comme Ingo Ruben, comme Tatiana Bitir, vous qui écrivez. Enfin, et les personnages à la fin, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas la fin, il faut l'imaginer la fin. Et vous avez en exergue les mots d'Edmond Jabès. D'où je venais n'a plus de sens. Où j'allais n'inquiétait personne. Du vent, vous dis-je, du vent, et un peu de sable dans le vent. Edmond Jabès, pour vous? Je voudrais dire en fait la partie qui est un peu plus longue, oui, allez-y, si je c'est vous en possible. prie. Oui. Et après vous me direz pourquoi Edmond Jabès. J'ai quitté une terre qui n'était pas la mienne, pour une autre qui non plus ne l'est pas. Je me suis réfugié dans un vocable d'encre, ayant le livre pour espace. Parole de nulle part, étincelle obscure du désert. Je ne suis pas couvert la nuit, je ne me suis pas protégé du soleil. J'ai marché nu. D'où je venais n'avait plus de sens. Où j'allais n'inquiétait personne. Du vent, vous dis-je, du vent. Et un peu de sable dans le vent. Et c'est un étranger avec sous le bras un livre de petit format. Jabès m'a toujours intéressée, je l'ai lu quand j'étais très jeune, j'ai découvert, disons. Cette écriture, je l'aime, son écriture, parce que ce sont des litanies. Oui, un peu ce que vous faites vous-même. Voilà, c'est ça. Ces mantras, j'aime beaucoup les mots qui reviennent sans cesse, pour arriver quelque part, justement, pour arriver à un terme, et qu'après, qui recommence, en fait. Parce que Jabès, il est dans une éternelle recherche. Oui. Il a écrit le livre des questions il y a une dizaine de tomes. Et c'est un exilé égyptien, voilà, et hanté par la question de la Shoah, mais de Dieu. De Dieu, oui. Dieu absent. Il m'a beaucoup inspiré justement pour écrire Joseph ou l'enfant machine. C'est Dieu l'accompagne, mais ce n'est pas Dieu. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Il n'a comme bagage que ces mots qui sont des questions toujours. Questions sur l'exil. Comme par exemple, ma sœur lève la tête
ce fameux poème. Béatrice, comment on vit dans une famille avec une mère juive et un père goy? Ben, bon, mes parents étaient séparés, donc Oui, ça s'est réglé très vite. ouais, ça s'est réglé très vite. Ma mère a vécu sa judéité, nous a transmis sa judéité, et pas sa judéité, et non la judaïté. Oui. Parce que nous sommes complètement athées. Oui. Alors, mais la judéité, bon, le Bien sentiment sûr, d'être bien juif sûr. ne passe pas forcément par la religion. Bien sûr. Elle passe par un sentiment intime d'appartenir au peuple juif. Et mon père, bon, non, en fait, ça se passait comme ça. De côté ma mère, Pourquoi il était mélancolique? C'était un caractère chez lui? il y avait beaucoup de mélancolie, oui. Ma mère était quelqu'un aussi très mélancolique et très... on n'a pas... je n'ai pas connu vraiment ma famille, ou sur le tard. Bon, après, sur le tard, c'est un peu trop tard, hein, n'est-ce pas? Oui. Alors, on n'avait pas forcément des amis juifs, etc. Mais il y a une mélancolie chez les juifs comme un exil permanent, en fait. Oui. Même quand bon, je suis née, moi, j'ai pas effectivement subi les choses et subi l'antisémitisme. Mais à l'école, quand même, au lycée plutôt, je suis tombée sur une femme qui était antisémite, Oui. mais qui ne l'a pas, c'était pas marqué sur son visage. Simplement, elle me détestait. Et c'était une surveillante. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi elle me déteste? Et dès que j'approchais d'elle, elle me faisait les gros yeux, elle était haineuse en réalité par rapport à moi. Et je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui est antisémite, certainement. Oui. Parce que bon, les années 50, j'étais à l'école, 60, fin 60, au lycée, il y avait il y avait toujours ça, bien en fait, sûr, ça existait toujours. Les gens ne sont pas devenus tout d'un coup, enfin, n'ont pas cessé tout d'un coup de détester les juifs, enfin, une partie bien sûr, parce qu'en France, les gens ont beaucoup aidé les juifs, et on est un pays qui a le plus d'Europe, qui a le plus aidé les juifs, caché les enfants, etc. Mais n'empêche qu'une partie de la population était antisémite. Ma mère a été dénoncée plusieurs fois. Hein. C'est terrible quand même ça, d'être dénoncée. Comment donc ma mère a été dénoncée plusieurs fois, et alors elle m'a transmis une chose, elle m'a dit, si jamais on frappe à ta porte que c'est la police, tu n'ouvres pas. C'est joli. Et en même temps, c'est très touchant, parce que tu n'ouvres pas. Voilà. Et bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de ne pas ouvrir à la police. À votre porte. Mais je pense que je n'aurais pas ouvert à la police, ça c'est sûr. Il y a une peur qui reste. Oui. Je n'ai pas de sympathie pour la police, même si c'est pas la même police aujourd'hui, évidemment. Oui. Mais quand même, la police, c'est la police. Vous convoquez Jabès, bien sûr, mais aussi Joseph Ross dans ses lettres à Stefan Zweig. Vous dites, il y a un passage que vous aviez mis, vous savez bien ce que représente le temps. Une heure est un lac, une journée une mer, la nuit une éternité, le réveil un enfer, se lever un combat pour retrouver la lucidité et effacer la fièvre d'un mauvais rêve. Cette pesanteur pour se lever, vous la connaissez? Oui, je la connais en fait. Si vous voulez, je me sens pas comme les autres. Pourquoi? Puis déjà, donc, enfant, j'étais pas comme les autres, puisque on pensait que j'étais plus ou moins autiste. On m'a fait faire d'ailleurs des examens du cerveau, etc. Bon, on n'a rien trouvé, j'étais tout à fait normale, mais quand même, j'étais très silencieuse, pratiquement mutique. Après, bon, j'ai traversé des périodes difficiles et puis j'ai été malade. Oui, justement, Et ça m'a éloignée beaucoup des gens, la maladie. Ça rend... C'est un surplus de solitude, la maladie. Les gens n'aiment pas les malades. Voilà. J'ai perdu mes amis. Hein.
C'est fou. Voilà, j'ai perdu mes amis. Parce que si vous voulez, au bout d'un certain temps, on peut être malade un certain temps. Bien sûr. Il y a un auteur, enfin philosophe, qui est hélas décédé d'un cancer, Ogian, je crois, qui le dit très bien dans un livre. On supporte un malade, une malade, pendant un certain temps. Et puis après, quand ça dure, on ne supporte plus. Voilà. Donc, bon, on m'invite, et puis après, à force d'entendre dire, ben non, je ne peux pas sortir. D'ailleurs, c'est terrible pour moi. Les gens ne vous invitent plus, n'est-ce pas? Parce que c'est une ségrégation terrible, la maladie. Oui, terrifiante. J'ai perdu mes amis. Hein. Bon, j'ai gardé une ou deux amies, c'est tout. J'ai de nouveaux amis, de nouvelles amies, des femmes, mais les amies anciennes, non, je les ai perdues. Et l'amour dans la maladie, ça c'est comment? On peut aimer parce que, en fait, ma vie, si vous voulez, c'est de pouvoir toujours aimer. Oui. C'est de pouvoir construire des sentiments, c'est de pouvoir avoir toujours des sentiments, c'est de pouvoir aimer d'amour ou aimer d'amitié. Pour moi, sinon, ma crainte, c'est d'avoir l'encéphalogramme plat, de plus pouvoir réagir, de plus ressentir. Mais je ressens toujours. Et je peux toujours communiquer. Voilà. Mais pas communiquer dans le vide, pas communiquer de façon superficielle. Je ne supporte plus les rencontres où on blablate. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je vous ai un peu suivi dans votre écriture, bien sûr. On se connaît un peu quand même aussi. Mais je vous ai suivi dans ce que vous mettiez d'autres auteurs. Et sur l'amour, vous aviez repris un texte, L'homme atlantique de Marguerite Duras, qui est très beau. Et vous dites donc, je vais lire quelques passages, « Je l'ai pris et je l'ai mis dans le temps gris, près de la mer. Je l'ai perdu, je l'ai abandonné dans l'étendue du film atlantique. Et puis je lui ai dit de regarder, et puis d'oublier, et puis d'avancer, et puis d'oublier encore davantage, toujours ce mantra que vous aimez. Et l'oiseau sous le vent et la mer dans les vitres et les vitres dans les murs. Pendant tout un moment, il ne savait pas, il ne savait plus. Je passe, bien sûr, parce que c'est trop long. Et puis il est sorti du champ atlantique. La pellicule s'est vidée, elle est devenue noire. Et puis, il a été 7 heures du soir, le 14 juin 1981. Je me suis dit avoir aimé. C'est un peu ce que vous dites là. Duras, elle a dit quelque chose sur l'amour, je ne sais plus exactement, mais si on ne peut pas cesser d'aimer, ça n'existe pas de ne pas aimer. On peut aimer, si ce n'est par le corps, par les mots. Et elle a raison. Parce que cesser d'aimer, ne plus aimer, c'est ne plus vivre. C'est-à-dire que c'est une question, si vous voulez, de peau carrément, non? De peau à peau, de mot à mot, de peau à peau. Et si on ne ressent pas ça, on est mort. Voilà, on est mort, oui. Et elle a eu cet amour merveilleux à la fin de sa vie, avec Yann Andrea, qui était un amour impossible, un amour infernal. Mais il a existé, et il existait à travers les mots, puisqu'il a commencé à lui écrire des lettres. Ils se sont écrits très, très longtemps avant de se rencontrer. Et c'était un véritable amour, dans la déchirure. Oui. Béatrice, quelles sont les heures difficiles? Je dirais, bien sûr, il y a eu la maladie, mais chacun de nous a ce qu'on appelle les heures dangereuses. Je crois que c'est Claire Gallois qui disait les heures dangereuses. C'est là où on peut devenir borderline, faire quelque chose, enfin nos heures dangereuses. Quelles sont les heures dangereuses de Béatrice? Est-ce que vous en avez eu? Des moments où il vous a semblé compliqué de continuer une vie compliquée? Voilà. Des heures dangereuses, c'est-à-dire où je risquais quelque chose? Non, vous auriez eu envie de, je sais pas, de ne plus être Béatrice Courreau, dans les règles, etc. Borderline, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, il m'est arrivé de marcher dans la ville totalement seule, d'aller dans les bistrots, d'écouter les gens et de rester comme ça pendant des heures et des heures. C'est un refuge, le bistrot, à ce moment-là?
Oui, oui. J'aimais beaucoup, bon, j'y passe moins de temps maintenant d'ailleurs parce que les bistrots ont changé, Oui. mais regarder les gens, écouter les conversations de comptoir, comme on dit. Mais ces gens qui sont dans les bistrots, qui sont pas forcément, n'ont pas un langage forcément châtié, etc., qui parlent de choses et d'autres, de leur vie, moi ça m'intéresse beaucoup. Ça réchauffe. Parce que, et en plus je peux leur parler. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de chercher des mots savants ou de dire des choses compliquées. Je peux communiquer avec eux sur le tiercé ou autre chose, ou leur vie quotidienne. J'aime bien leur poser des questions. Mais en fait, j'ai toujours aimé poser des questions. C'est-à-dire quand je suis avec quelqu'un, c'est la personne qui parle, l'autre qui parle, parce que je suis très très curieuse de la vie des gens, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils sont. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est justement, puisque vous m'en parlez, c'est que, bon, je vais voir les gens, je vais voir les gens un peu moins aujourd'hui, des amis par exemple, on s'assied dans le salon, et puis on boit, bon, un thé, etc., et on parle. Et puis, comme les heures passent, tout d'un coup, il y a l'obscurité qui se fait, une certaine lumière, comme je pourrais vivre avec vous d'ailleurs, qui se fiche, qui va sur la personne en face de moi et qui la transforme. C'est fou. Et en fait, cette personne, ça m'a fait ça plusieurs fois, mais c'est pas toujours, pas toujours. Oui. C'est comme, je sais pas, quelque chose qui se passe d'un seul coup, où la personne est transformée, mais redevient enfant. C'est-à-dire que je vois l'enfant qu'elle a été. Mais le visage, non, le visage. Le visage aussi. Oui, le visage. Et comment vous C'est le expliquez ça? visage est transformé et devient le visage d'enfant qu'elle a eu, que la personne a eu, ou peut-être pas. C'est par rapport à la lumière, mais c'est par rapport aussi à l'intérieur. Oui, ce qu'elle a dit. Oui. Donc, c'est absolument vous avez une prodigieux. vision en quelque sorte de quelqu'un par sa parole, par la façon, au bout d'un certain moment dans la conversation, vous le voyez. Voilà, si vous voulez, à force de parler, si tu veux, ou vous voulez, moi d'écouter surtout, tout d'un coup, les mots cessent pour se transformer en une sorte de lumière. Donc tout ce qui est enseveli s'en va, et on revient à ce qu'on était avant. À l'origine. Et je ne l'ai jamais dit, je n'en ai jamais parlé à ces personnes-là. Je vous parle, c'est très peu de personnes, mais en vérité, mais quand même, c'est arrivé plusieurs fois. Et la première fois, ça vous a... J'étais complètement stone, comme on dit. Oui. J'étais étonnée moi-même, parce que en fait, en plus ça durait jusqu'à mon départ. À un moment donné, je me lève, je prends congé, il est tard, la lumière change de nouveau. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est sombre, on allume les lumières et tout ça. C'est avant d'allumer les lumières en réalité. C'est au moment juste avant, quand il fait sombre, mais pas trop sombre. Il y a une certaine lumière. Ça peut être dans un café aussi, ça m'est arrivé. En étant dans un café. Et vous ne dites rien, vous repartez. Et non, et la personne n'est pas au courant. N'est pas au courant. C'est extraordinaire. C'est beau aussi comme image, ce que vous dites. Ce qui est dedans ressort, en fin de compte. Et la personne est transfigurée. Oui, quand la personne parle de son enfance, c'est arrivé. Et tout d'un coup, je vois son visage d'enfant. C'est fou. C'est comme, je sais pas, c'est une vision. Comme on pourrait dire, c'est quelque chose qui se passe comme c'est un événement extraordinaire. Extraordinaire, C'est un événement extraordinaire. Et je ressors pleine dans la tête, dans les yeux de cette vision. Vous n'écrirez pas sur ce sujet? J'ai essayé, mais c'est difficile parce que c'est une impression, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi aussi. Oui. Il y a la vision, et puis il y a cet émoi, c'est un émoi, un grand émoi, et une grande émotion.
c'est une émotion, oui. Mais c'est pas toujours, donc Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Ça pourrait nous arriver aujourd'hui, nous Ben, deux. écoutez, ce serait, vous me direz. Mais C'est il émouvant faut. hein, ce que vous racontez, parce qu'en même temps, ça interpelle énormément. Parce que je suis passionnée par le visage, Oui. le regard, l'expression. Vraiment fascinée. Je sais qu'on passe à un autre sujet, mais qui pourrait ressembler. Vous travaillez sur l'alphabétisation. On sait bien sûr tous ce que c'est, mais comment ça fonctionne en réalité? Quel âge ont les gens? Comment ça se passe? Qu'est-ce que l'alphabétisation? J'ai eu un diplôme, donc j'ai passé un diplôme de français langue étrangère. Oui. Et j'ai postulé pour travailler dans les cours de la mairie de Paris qui donne des cours de français langue étrangère et aussi d'alphabétisation. Mon but c'était français langue étrangère puisque j'étais spécialisée dans ce domaine-là. J'étais reçue par le chargé le pédagogique qui était un homme formidable qui hélas a disparu. Et suite à l'entretien, il me dit Béatrice Courreau, je vais vous engager comme professeur d'alphabétisation. J'ai dit, j'ai jamais fait d'alphabétisation, je ne connais pas du tout. Il me dit, mais vous serez beaucoup mieux en alphabétisation. Il m'a jeté comme ça dans l'arène, si on peut dire. Je ne savais rien, je ne savais pas comment ça se passait, je n'avais pas de méthode. Il y a d'ailleurs très peu de méthodes, mais il y en a plus aujourd'hui. Et c'est ainsi que j'ai donné des cours du soir dans une école à Montreuil. Mm-hmm. Et ça a été une expérience formidable pour moi. J'ai eu du mal, mais j'ai rencontré des gens qui ne savaient certains ni lire ni écrire. Donc une salle de classe, un tableau noir. Moi, j'ai toujours eu peur quand j'étais enfant du tableau. J'avais les mains moites. Quand j'arrivais au tableau, j'avais du mal à écrire, etc. Je me retrouve avec des adultes, là, comme ça, devant ce tableau noir. C'est moi qui suis le professeur. Et j'ai toujours les mains moites parce que j'ai peur. Et ça se passe merveilleusement bien. Ce sont des travailleurs immigrés, ou des femmes qui sont au foyer et qui n'ont jamais été à l'école. Ils ne sont jamais allés à l'école. Ils apprennent à lire et à écrire. Et ils peuvent avoir vécu 10 ans, Oui. 20 ans, etc. J'avais des personnes qui avaient 20 ans, mais d'autres 50, 60, hein, et qui décident d'un seul coup, parce que, par nécessité, d'apprendre à lire et à écrire. Alors, c'était plusieurs nationalités, beaucoup de Maliens, mais des Africains, des Maghrébins, etc. Et c'était des gens qui venaient après leur travail. C'est formidable, ça. Donc, qui rentraient chez eux, se douchaient, venaient, et après 10 heures de travail. Hein. Oui. C'est qu'ils voulaient vraiment apprendre à lire et à écrire. Combien de temps il faut pour apprendre réellement, se débrouiller? Mais ça dépend des gens, ça dépend si on est allé un peu à l'école ou pas du tout. Il y a des personnes qui ne savaient pas ce que c'était qu'une feuille, un crayon, etc. Il faut plusieurs années. Pourquoi? Parce que c'est difficile quand on est adulte d'apprendre à lire et à écrire. Oui. C'est beaucoup plus difficile quand on est enfant. Donc il faut, les cours du soir, c'était 4 niveaux, donc 4 ans. Et au bout de 4 ans, effectivement, à raison de 6 heures par semaine, mais on arrive à lire et à écrire. Hein, maintenant. Et quelle relation il y a entre, justement, parce que quelque part, c'est magnifique d'apprendre à lire et à écrire. C'est une volonté de leur part, ils viennent eux-mêmes. Et vous leur donnez, vous les aidez. Un jour, je suis entrée dans la classe et je leur ai dit, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vous. C'est si beau. Et c'est vrai, ma plus grande expérience émotionnelle de partage, ce sont mes élèves en alphabétisation. Pourquoi? D'abord, ils sont généreux, ils sont d'une gentillesse extrême, ils sont dans l'attention, ils vous respectent. Et ils sont dans cette espèce
de désir fou d'apprendre. Et ce qu'on leur transmet, ils sont tellement heureux que c'est une joie. Mais aussi on pleure, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas apprendre, parce que c'est trop tard, parce qu'ils ont trop de difficultés. C'est terrible. Parce ça. que si vous voulez, quand on n'a pas appris à lire et à écrire jeune, on a des espèces de blocages au niveau de la mémoire. Et puis il y a la dyslexie aussi. Voilà. Alors que quelquefois c'est très 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 difficile. Mais bon, j'ai arrêté du fait que je suis tombée malade, j'ai dû arrêter ces cours. Et j'ai continué chez moi en donnant des cours d'alphabétisation à domicile. J'ai toujours des élèves. Et j'ai toujours ce rapport généreux. Et ils ne vous posent pas de questions sur vous. Ils sont très très délicats pour ça. Ils parlent peu d'eux-mêmes aussi. Et donc la communication se base au-delà de ça, vous voyez, au-delà de ce qu'on sait les uns des autres. C'est émouvant ce terrain parce qu'ils neutre. ne se plaignent pas. Voilà. Ils peuvent avoir d'énormes difficultés. Ils ne disent rien. Non, c'est des gens qui ne se plaignent pas. Et ça, vraiment... chapeau. Oui, chapeau, oui. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de la maladie. Quand on lit un compte-rendu de médecin, une annonce écrite, une conclusion d'un rapport, est-ce qu'on est analphabète soi-même ou est-ce qu'au contraire, on va forcer pour aller chercher le sens des choses? Comment vous lisez un compte-rendu? Vous avez lu le premier compte-rendu d'une annonce? Mon compte-rendu? Mon propre compte-rendu? Oui, enfin la première fois, comment on se sent? Parce que moi, je ne sais pas, je me suis sentie à la fois analphabète pour comprendre et en même temps, je me suis sentie, quand j'ai eu un problème, je courais pour tout apprendre en 3 minutes pour essayer de lire entre les lignes ce qu'ils n'écrivaient pas, ce qu'ils ne disaient pas. Parce que ce sont des termes barbares parfois. Par rapport à la maladie, vous voulez dire? Non, ça a été beaucoup plus terrible que ça parce que j'étais fatiguée, donc j'ai passé une radio. Je suis allée avec mon médecin, je suis allée chez mon médecin qui a regardé, qui m'a dit oh là là, c'est mauvais, etc. C'est un cancer et bon courage, c'est tout. J'allais sortir, j'ai insisté pour trouver un médecin, enfin un hôpital pour qui me reçoive. Et elle a fini par me donner une adresse, un nom, parce que sinon j'étais complètement perdue, je ne savais même pas ce que j'avais. C'est dingue. Voilà. Oh là là, et puis bon courage. C'est inadmissible. Moi, c'est complètement fou, oui. C'est inadmissible. Donc après, les comptes rendus, c'était très effrayant, quoi. Oui. Parce qu'après, on regarde sur Internet et tout, il ne faut surtout pas faire ça. Oui. Et on voit des choses abominables. J'aime la façon de rire. Vous riez. Vous me voyez comment maintenant? Vous voyez mon enfant que je suis ou toujours ça va? Je reste Jeanne devant vous, adulte. Non, vous commencez à vous transformer un petit peu. Je resterai plusieurs heures avec vous. Je trouve ça fabuleux. Je resterai des heures à essayer de voir ce que c'est que ce mystère. C'est magnifique, cette sensation. Alors, c'est un jeu de ping-pong en général. Dans les escales de Jeanne, je donne un mot, vous me donnez un autre. Mes enfances. Mes enfances, mal-enfance. Solitude. Exil. Rire. Rire. Je sais pas. Bistrot. Bistrot. Bistrot, c'est... excusez-moi, mais je suis obligée de réfléchir. C'est pas grave. Vous pouvez réfléchir. C'est un refuge. C'est être ensemble. Être ensemble, c'est joli. Être ensemble. Et il est d'usage qu'on lise quelque chose, qu'on chante. Que allez-vous nous chanter? Voilà, j'aurais aimé chanter avec vous, mais vous me dites non, moi je ne chante pas. Je ne chante pas. La pellicule explosera si je chantais. Et moi, je chante très mal. Non, vous allez me chanter quelque chose. D'une voix de fausset. C'est pas grave, c'est la chanson. Mais dans mes années 60, il y a Bambino, alors. Oui, Bambino. Clin d'œil à ma sœur adorée. Alors,
C'est Dalida qui chante Bambino qu'on écoutait quand on était enfant. Oui. Je vous dis, je ne sais pas chanter. Je sais écrire. Vous pouvez chanter C'est aussi. déjà pas mal. Oui, c'est déjà très bien. Et vous apprenez aux autres aussi à écrire et à lire, ce qui est formidable. Bambino. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, Bambino, Bambino, et qu'elle a de jolis yeux, Bambino, Bambino. Mais tu es trop jeune encore, Bambino, Bambino, pour jouer les amoureux. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit Bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel d'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit Bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blonds, Bambino, Bambino, tu as l'air d'un chérubin, Bambino, Bambino, va plutôt jouer au ballon, Bambino, Bambino, comme font tous les gamins. La dernière strophe, j'aime beaucoup, alors je vais la chanter. Si tu as trop de tourments, Bambino, Bambino, ne le garde pas pour toi, Bambino, Bambino, va les dire à ta maman, Bambino, Bambino, les mamans c'est fait pour ça. Vive les mamans. Et vous avez pu dire à votre maman quand vous aviez du chagrin? Non. Non, non. Mais pourquoi cette chanson? Elle vous rappelle votre sœur? Vous avez la chanté ensemble, donc? On écoutait avec ma mère. Oui, mais c'était très beau cette chanson. Moi aussi, j'ai écouté cette ma chanson. mère aimait beaucoup. Et puis on dansait sur cette chanson. Vous aimez danser, Béatrice? Non, moi je danse très mal, mais ma sœur et ma mère ma mère et ma sœur aimaient beaucoup danser et dansaient très très bien. Surtout le rock and roll. Vous êtes extraordinaire, Béatrice. Quel rêve n'a pas été le vôtre, malgré tous vos efforts pour le voir aboutir? Parce que vous êtes quand même quelqu'un de fonceur. Qu'est-ce que vous auriez aimé, enfin le mot rêve c'est peut-être bateau, mais qu'est-ce que vous auriez aimé faire qui n'a pas abouti? J'ai pas fait suffisamment d'études et donc j'aurais aimé faire de la philosophie. Oui. Voilà. Pourtant vous êtes proche des philosophes, vous lisez beaucoup. Oui, mais je suis comme on dit, une self-woman, self-woman. Oui. Parce que j'ai appris toute seule. J'ai pas suivi d'études supérieures et donc j'ai tout appris toute seule en lisant, en étudiant moi-même, en rencontrant des gens qui étaient très cultivés aussi et qui m'ont transmis. Heureusement, grâce à Dieu, comme on dit. Mais il y a plein de choses que j'aurais aimé faire que je n'ai pas fait, que je n'ai pas faites. Conduire une voiture de course, j'aurais aimé. Parce que j'aimais beaucoup les vitesses. J'adore cette idée. Conduire une voiture de course. Oui, j'aurais rêvé de... un jour, j'ai une voiture, enfin, on m'a prêté une voiture. Oui. Je suis allée sur l'autoroute, j'ai conduit à 200 à l'heure. Hein. Mais j'étais grisée à un point, j'étais heureuse comme il n'est pas permis. Et j'avais confiance en moi parce que j'avais des très très bons réflexes. Je pouvais conduire à 200 à l'heure. C'est magnifique. Mais maintenant, je ne pourrais plus. Parmi vos rêves, peut-être, ou du moins vous avez cette façon d'augmenter vos possibles, les possibles, et ça je trouve extraordinaire. Il y a un poème que j'aime beaucoup de vous, c'est le poème de l'île d'Hokkaido, de Wakasa. Est-ce que je le lis ou vous le lisez vous-même? Non, non, lisez-le, Jeanne, j'aimerais bien vous l'entendre. Ce poème me touche beaucoup, vous le savez. Je vais le lire donc. Je me souviens du sable chantant de Wakasa, de l'île d'Hokkaido où rêvent les étoiles. Je me souviens de l'heure bleue dans le ciel de Teshima. Toi, tu préfères la ville, ses lampions, ses sirènes, l'aube luxuriante, les murmures des fantômes aux lèvres écarlates. Toi,
Tu aimes la respiration des usines, la fureur des machines, la sueur des hommes, l'exubérance des proscrits, la frénésie des corps transis, des desperados. Moi, j'écoute les cœurs battants, le souffle des dieux, le tintement des clochettes aux portes des maisons. J'entends la voix des âmes sur l'île de Teshima. C'est un très beau poème que vous avez écrit, très beau. Cette île de Teshima, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? On sait qu'il y a des archives dans l'île de Teshima. Bon, l'artiste que j'aime le plus, je pense, c'est Christian Boltanski. Oui, les archives de Boltanski. Donc, c'est un poète, oui. Un immense poète, qui a senti tout ce qu'il est possible de sentir de la vie éphémère en réalité, puisqu'il il détruisait tout ce qu'il construisait. Et les archives du cœur, oui, il n'est pas mort puisqu'on entend son cœur dans ces archives qui sont sur l'île de Teshima. Mais il a fait une construction dans plusieurs lieux, dont l'île de Teshima, installation de clochettes, donc 800 clochettes. Ting, 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 ting. On les entend et ces clochettes représentent la musique des âmes, la musique de l'âme, des âmes. Ces clochettes qu'on trouve donc aux portes des maisons, oui, où sont accrochés des haïkus plutôt. Vous voyez, dans les maisons japonaises, oui, bien sûr. Il y a ça, une clochette avec un haïku. Donc lui, il a confectionné des clochettes qu'il a mis dans plusieurs lieux assez emblématiques au Chili, le désert du Chili, qu'il a installé à la date de sa naissance en fait. Oui, Animatas, ça s'intitule Animatas. Ce sont des âmes en fait. Mais je pense souvent aux âmes errantes. Et, lui, il a transporté les âmes errantes en réalité. Dans toutes ces installations qu'il a faites, avec ses photos, ses objets, ses petites boîtes, ses vêtements, portent l'âme des gens disparus. Il a su rendre visible, sensible, ces gens, tous ces gens disparus, ces gens, le peuple juif qui a disparu. Il les a fait renaître à travers son imaginaire, à travers sa poésie, à travers son intelligence. Vous voyez, c'est ça, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que il a reconstitué les choses. Il faut reconstituer les choses, il faut laisser cette trace de quelque chose qu'on entend, les âmes errantes justement, c'est beau. Il les a reconstituées et puis en fait ces clochettes et tout ça, c'est voué où ces petits papiers qui sèment partout. C'est des vies. Ce sont des vies qui sont vouées à disparaître. Donc il ne reste rien, mais elles sont passées. Oui. Et donc, nous les avons vues, nous avons entendu les sons et nous les avons gardés en nous. Alors, il n'y a pas besoin qu'ils soient matériellement, qu'ils restent matériellement. Vous comprenez? Puisqu'on a pu les saisir nous-mêmes. Oui, ils sont en nous en quelque sorte. Et les clochettes, moi, je les ai entendues. Je ne suis pas allée sur l'île de Teshima. Ce serait très compliqué. Oui. Pour des raisons... Vous avez écrit un poème. Mais je suis allée dans une galerie un jour dans le Marais où il y avait une exposition de Boltanski avec les clochettes. Et vous avez entendu? J'ai entendu, j'ai vu les clochettes. Et ça reste? Et j'ai entendu, oui. Ça m'est resté, oui, absolument. Mais l'île de Teshima, c'est compliqué parce qu'il me faudrait un tapis volant en fait. Voilà, parce que vous voyez les gens changer, vous voyez tout ça. Le tapis volant, c'est possible pour Béatrice. Parce que il faut un vélo, où il faut beaucoup marcher, et on n'est pas en voiture. Oui. Et donc les installations sont très éloignées les unes des autres, et donc il faut beaucoup
être physiquement en forme, hein, disons. Béatrice, vous êtes une femme formidable. Je serais restée des heures avec vous à tenter de revenir sur chaque sujet parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans chaque mot, mais vous avez à chaque fois une image, un son, des âmes qui nous entourent. Enfin, cette escale est magnifique, comme toutes les autres bien sûr, mais j'ai l'impression qu'elle est habitée en plus, parce que vous avez fait venir plein de choses. Et malheureusement, le temps manque, on est obligé de finir. Léo Ferré, vous chantiez une chanson de Léo Ferré, peut-être finir dessus. Ah, je chante pas, alors là, enfin, je chante pas, c'est-à-dire que je ne la connais pas par cœur. C'est ce que j'ai. Tout s'en va. C'est quelques vers qui sont à la fin, au début et à la fin. Oui. Alors, écrit très petit, normalement, je les connais par cœur, mais vous savez, j'ai peur d'accrocher. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les mots qui vous disaient tout bas, les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Non, c'est pas vrai. Avec le temps, rien ne s'en va. Et vous avez écrit « Non, ce n'est pas vrai. Avec le temps, moi, je n'ai rien oublié. » C'est formidable. C'est formidable. Et vous n'avez rien oublié? De rien? Je n'ai rien oublié, mais cette petite fille m'est étrangère aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais les choses sont toujours... Je vais montrer le livre. Les choses sont toujours présentes. Il est très très beau ce livre. Il est très très beau. De toute façon, je le montrerai après. Mais il est vraiment très très beau, cette petite fille. Non, je n'ai rien oublié, mes amis. Et on va se quitter. On va aller se faire un petit shampoing d'op. Voilà. Béatrice, un grand merci. Vraiment, vous êtes une femme fabuleuse. Merci beaucoup. Jeanne, merci infiniment. Vraiment, je ne m'attendais pas à pouvoir parler aussi facilement finalement. Et à ce qui est cette communication entre nous, parce que c'est quand même pas facile. Oui. Et puis, je vous découvre aussi en même temps. Je vous vois vraiment. On se parle et c'est très très important. En tout cas, c'est un décor fabuleux ici. Oui. On est un peu à l'abri, on a l'impression qu'on est dans un jardin. Pour faire un peu froid, j'espère que vous n'avez pas pris froid. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Bambino, bambino, la 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 la, bambino, bambino. Et nous allons finir avec la musique de Anna Waro dans le générique. Un grand merci pour cette escale. Vraiment, merci beaucoup, Béatrice. Merci. Merci à vous, Jeanne.